numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où j'ai vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son off-eye, il paraît que l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mortale, c'est la faute à Babia. Mon gars de Yoxmal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes feux te disent que tu vas épouser une mamie léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien bête qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Sur le de la bouche te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et il est en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Je ne fais même pas le sport. Je fatigue comme ton gros corps. C'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, C'est la faute à Babia. le mariage te blesse, C'est la faute à Babia. les midi fesses te C'est stressent. la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal. C'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal. C'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Nous avons une heure de direct. Je vais vous entretenir dans deux concepts. La loyauté, c'est quoi? La soumission, c'est quoi? Entre les êtres humains. Et je vais étayer ça avec Aïdjo et M. Biya. Parce qu'il faut que je vous explique ça pour que vous compreniez. Parce que le tsunami qui est en train de se préparer à Yaoundé là,
Retenez ça. Le tsunami qui se prépare à Yaoundé va être à 95 à 85% constitué des enfants du sud, du centre, de l'est et du littoral. Donc je suis obligé, avant que le tsunami n'arrive, d'abord d'expliquer c'est quoi la loyauté, c'est quoi la soumission, avant que le tsunami ne vienne. Je vais expliquer ça en prenant un exemple que tout le monde connaît. Le président Ahidjo et le président Biya. Le président Ahidjo, dans son magistère, dans sa gestion du pays, avait tout autour de lui des hommes soumis. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout autour de lui, des hommes soumis. Mais il y avait un qui était loyal. Et c'est celui qui était loyal que lui l'a remis le pouvoir. Lui, dans sa vision, il avait confondu la loyauté du président Biya à la soumission. Or, le président Biya, étant loyal, lorsqu'il cotait au président, lorsque le président Ahidjo cotait au président Biya un dossier, ce sont les collaborateurs du président Ahidjo qui disent, M. Biya avait toujours 3 propositions, voire 4 au président Amadou Ahidjo. Il fait cette proposition, il dit voilà les avantages, voici les inconvénients. Si tu prends cette décision. Si tu prends cette décision, voici les avantages, voici les inconvénients. Si tu prends celle-ci, voici les avantages, voici les inconvénients. Minimum 3. Quand le président a de lui côté un dossier. Ça veut dire que le président Amadou Ahidjo, lorsqu'il décide de quitter le pouvoir, lorsqu'il décide donc de quitter le pouvoir, comme lui était un monsieur qui régnait, c'était la terreur. Monsieur Ahidjo, quand il passe, il parle à la radio, les taxis s'arrêtent. Les taxis s'arrêtent. Malheur à vous, si on a annoncé à 13 h que le président Amadou Ahidjo s'adresse aux Camerounais à 20 h 30 du journal. Mon cher ami, vous courez chez vous, garez les voitures à côté de la radio. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de faire une augmentation salariale de 0,3%. C'est là où la ville éclate. Wow, wow. Et même dans l'éclatement de wow, là, c'est mesuré. On ne veut pas trop faire on ne veut pas trop être content. Parce que si vous êtes trop content, il peut enlever. Je suis obligé de vous dire tout ça parce qu'il faut que vous soyez prêts. Parce que M. Biya va faire le tsunami. Je répète, M. Biya va faire le tsunami. La loyauté d'un homme envers son chef, c'est lorsque je délègue mon pouvoir, je te le donne. Tu dois me rester loyal.
tu ne dois pas me faire des crocs en jambes. Parce que du moment où je te nomme comme ministre, comme directeur d'administration centrale, tu dois me être loyal. Quelles que soient les circonstances, tu dois me donner la bonne solution des problèmes qui sont à ton niveau. Mais, si je me rends compte, la loyauté, tu n'as pas, même la soumission, basée sur la terreur, tu t'en fous. Au lieu de ça, tu entres dans le complotisme pour me renverser. Les gens qui sont morts à Olembe, je suis sûr que c'était un complot. C'est-à-dire pour moi là, je suis sûr. Dis, tu ne peux pas enlever l'idée là de ma tête. Personne ne peut enlever cette idée de ma tête que c'était un complot. Un groupe de personnes bien organisées. Parce que si tu poses la question, le premier mat, toutes les portes étaient ouvertes. Pourquoi le second mat, on a fermé les autres portes, on a orienté les gens vers une porte, sachant bien qu'il y aura bousculade. C'est pour ça que je suis obligé de vous dire c'est ce concept de loyauté et soumission. Parce que ce qui arrive là à Yaoundé, là, ça va devenir voir. Vous savez, quand vous êtes à la maison, chez vous, votre enfant sont en train de jouer chez vous, dans votre maison, avec les enfants du voisin. Tu viens, tu trouves qu'ils sont en train de jouer, là où tu les avais interdits de souvent jouer, si les enfants du voisin sont là. Il amène les enfants du voisin dans la chambre, ils peuvent jouer dans leur chambre. Tu les trouves, ils sont en train de sauter au salon, partout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire à l'enfant du voisin, « Oh, arrêtez, toi, va chez vous. » Quand l'enfant du voisin part chez eux, tu récupères ton fils. Tu le fouettes. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu ne t'avais pas interdit? Tu vas encore répéter ça? Non, papa. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est la dernière fois, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est la dernière fois. C'est ce qui va arriver à l'élite du centre, du sud, de l'est et du littoral. Attendez, vous allez voir. Jusqu'à là, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il continue. Malgré que tout le monde, même les bébés, qui ne comprennent rien à la politique, sont en train de se poser des questions. Ils ont d'abord décidé de vendre la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun pour humilier le président. Maintenant, c'est les cadavres. Jusqu'à ce que la CAF suspende le stade. Mais la question que je vous pose, les pauvres citoyens qu'on a construits au village de la Canne, eux, ils ont loué le village de la Canne pour les activités commerciales, pour vendre. C'est pourquoi. Ça, ce sont les techniques de soulèvement des populations qui fait que par l'acte que nous posons là, que les populations se soulèvent même. Qui fait même que parce que les gens sont morts, que les populations se soulèvent.
Mais ils ne comprennent pas que M. Biya est béni de Dieu. M. Biya est béni par Zamba. Pour ceux qui connaissent le village, va dans ton village, écris le nom de M. Biya. Demande le Ngambi va te dire. Mais sauf que nous avons des fonctionnaires qui pensent retenir ceci. Vous avez des gens qui te disent ils sont intelligents, ils sont sages, ils ont le pouvoir, ils sont puissants. Non, c'est un grand initié, il est dans tel ordre, vraiment ce monsieur, il est très fort, il est dans tel ordre. Je vous le dis chaque jour. Ils ne sont forts que parce que M. Biya a signé un décret. Leur force découle du décret que signe M. Biya. En dehors de la signature de M. Biya, qui va te l'enlever, soit dans un club initiatique, tu es zéro. Je veux que vous compreniez le mariage incestueux qui existe entre ces ordres initiatiques et la signature de M. Biya. Quand M. Biya signe, parce qu'il y a un système de nomination, un système de proposition, M. Biya ne connaît pas les 300 000 fonctionnaires de la République du Cameroun. M. Biya a la présidence de la République du Cameroun, c'est toute une organisation avec des démembrements qui font des propositions au président. Et le président va poser sa signature. Ou bien par délégation de signature, le secrétaire général de la présidence signe. Vous comprenez? C'est pour ça que lorsque quelqu'un vient, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, lorsque tu ne connais pas la procédure de nomination, et tu viens dire dans un direct, là où je suis, mais c'est M. Biya qui nomme. Il dit, mais ça signifie que tu ne connais pas la procédure de nomination. Si tu connaissais la procédure de nomination, M. Biya connaît ses camarades de classe, ils sont tous morts. Il y en a quelques-uns qui sont encore en vie. Ces camarades de classe sont tous morts. Actuellement, il connaît les jeunes garçons du RDPC, les petits jeunes garçons du RDPC là. C'est pour ça que lorsque M. Biya signe donc ce décret est accompagné du pouvoir administratif. Tu te mets à marcher comme ça, au quartier, tu te vends. À partir de ce décret qu'a signé M. Biya, à partir de ce décret qu'a signé M. Biya, on t'octroie une Prado, véhicule de service. Au lieu donc de faire ce pourquoi M. Biya t'a nommé, tu commences à dire que je fais partie d'un club initiatique, je défends les intérêts du club initiatique, je suis un frater, je suis un frère, vous allez lire je vous dis, vous allez lire le vieux là. Vous allez voir vous-même, vos propres yeux. Mais je vous dis, retenez, les gens qui vont payer le lourd tribut, ça sera les élites du centre, du sud, de l'est et du littoral. Asseyons-nous, tendons les pieds.
Vous allez voir de vos propres yeux. Je vous mets, parce que je vous mets le jeune garçon. Observez une chose. Les gens sont morts au stade Olembe. Vous voyez bien que ce sont les réseaux sociaux qui cherchent à identifier où est le jeune garçon qui faisait le bouche à bouche aux gens, qui faisait le massage cardiaque. Il est où? Vous voyez bien que les médias conspirateurs, les médias complotistes, même la CIA TV, ce n'est pas leur problème, ils s'en foutent. Ne cherchez pas à honorer ce jeune garçon. Ça ne les intéresse pas. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Ce n'est pas ce qu'on voulait. On n'est pas là pour... Nous ne sommes pas là pour... Je mets la vidéo, il faut que vous écoutiez comment il explique. Parce que grâce aux réseaux sociaux, Steve Fall l'a cherché. Steve Fall qui a un média qui est mis sur Internet, Steve Fall l'a cherché, Steve Fall l'a trouvé. Il a fait asseoir, il a dit, explique-nous comment ça s'est passé. Ça n'intéresse pas les médias complotistes. Pour les médias complotistes, l'objectif n'a pas été atteint. Bonsoir à tous, connectés, occupés voulu aider ses compatriotes. Alors, comme d'habitude, j'ai l'habitude de féliciter ce genre d'initiative afin d'inspirer le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, à plus de patriotisme, à plus de bravoure. Alors, tu vas te présenter. Tu t'appelles comment? Je me nomme Yetna Godefroy Omar. Yetna Godefroy Omar. Je suis âgé de 22 ans. 22 ans. Pendant que tu parles, on peut déjà voir la photo en question. Je suis étudiant. Si la régie peut nous permettre. En chimie à Yaoundé 1. D'accord. Tu es étudiant en chimie à Yaoundé 1. Alors, avant même qu'on ne revienne sur l'actualité de ce jour-là, on va donner la possibilité, voilà, on te voit là en image. Là, tu es en train de faire le bouche à bouche. Là, tu fais le bouche à bouche à qui? Bon, là, ça c'est la photo, je faisais le bouche à bouche à un petit garçon. Un petit garçon. Je pense que son fils est sur le nom Mandela qui paraît comme ça, il se nommait Mandela. Il se nommait Mandela. Il se nommait parce qu'il est décédé. Il est décédé. Ok, avant même qu'on ne revienne sur cette actualité-là, sur ces événements-là, sur comment est-ce que ça s'est déroulé ce soir-là, tu vas nous dire comment tu fais déjà pour te retrouver au stade. Il faut dire que Nestor et toi, vous travaillez là-bas, c'est ça? Oui. Nestor et moi, en fait, Nestor c'est mon collègue au stade. Oui. Bon, en fait, pour la CAN, il y a une entreprise privée, une autre option, Oui. qui a recruté des jeunes étudiants pour l'entretien du stade. Oui. Donc, du coup, on a été parmi. Oui. On a été les chanceux parce que plein de personnes voulaient ce poste-là. D'accord. Bon, et puis, bon, alors, c'est comme ça qu'à chaque jour qu'il y a match au Lendé, au stade Olympique, ils sont présents depuis déjà de 7h du matin, parfois à 1h, ça dépend. Oui. Ça dépend. Alors, Nestor, bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-moi,
suis aussi un de ces, on va dire des volontaires, parce que ce n'est pas un travail à temps plein. Oui, c'est pas un travail à temps plein. Vous êtes des volontaires, vous vous occupez de la propriété externe du stade. Ça se passe comment? En fait, ça en quoi consiste en fait votre travail au stade? Le nettoyage. Nettoyage. Lorsqu'on arrive au stade, il va falloir que s'il y a les papiers, les saletés, oui. on récupère tout afin de maintenir l'esplanade du stade, extérieur du stade propre. Oui. Oui. Avant et après chaque match. D'accord. Ok. Bon, voilà, il faut savoir, vous qui êtes connectés, il faut savoir que là, je suis en train de lire les commentaires en direct. Ceux qui veulent participer au direct pourront le faire via le numéro de Tara Plus. Bientôt, on va vous donner l'autorisation. Vous allez contacter le numéro qui est là et vous allez pouvoir appeler pour qu'on bavarde en direct. Vous savez, c'est un grand événement qui a lieu au Cameroun. Un événement qui a été entaché par cette bousculade qui a causé la mort de plusieurs Camerounais. Donc, on ne saurait faire comme si, voilà, comme s'il n'y a rien eu. Donc, on a décidé de faire ce direct avec ces héros d'un jour. Voilà. Donc, Yedna qui est là, c'est un jeune Camerounais qui est étudiant en chimie, il nous l'a dit, qui a décidé de sauver des vies. Et il va nous dire tout à l'heure qu'il a réussi à sauver quelques vies. Alors, tu as fait le bouche à bouche à combien de personnes? Et d'où te vient l'idée même de faire le bouche à bouche? Bon, pour arriver au bouche à bouche, c'est comment? C'est mieux qu'on recommence même à la base. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait bousculade? Bon. À quel niveau tu es? Bon, la bousculade, moi je n'insiste pas au début de la bousculade, c'est une histoire qui a C'est l'histoire qui a suivi au début. Oui. Bon, l'histoire, tu vas nous expliquer comment ça commence. D'accord. Bon, déjà, à l'entrée du stade, oui. Il y a des policiers et des gendarmes qui barricadent les entrées pour contrôler les billets. Les billets. Oui. Et à un moment, aux environs de 19h, il y a une affluence de personnes qui arrivent. Oui. Tous en courant. Tous en courant. Oui. Parce qu'ils ont eu à comprendre qu'on est en train de fermer le stade. Oui. Du coup, tout le monde se précipite pour aller entrer au stade. Oui, oui. Oui. Et arrivé au niveau du contrôle, les policiers, ils n'ont pas respecté les ordres de la police. Oui. Ils ont cassé la barrière pour insister et entrer dans le stade. Bon, question. Avant même que tu n'arrives là, question. Ils ont cassé une barrière pour entrer dans le stade. Oui. Est-ce que cette barrière-là, normalement, aurait dû être fermée? Cette barrière qu'ils ont cassée. Est-ce que d'habitude c'est fermé, cette barrière-là? Là c'est d'abord la barrière de sécurité pour contrôler et passer. Ah, ça c'est la première barrière où tu te trouves. Ah, c'est pas la barrière où il se trouve. La barrière où il se trouve est censée être ouverte. C'est la barrière principale là où tu es. Et c'est celle-là qui est censée être ouverte, mais c'est fermé. La tienne aussi est censée être fermée, mais ils ont bousculé et cassé la barrière. Ok, d'accord. Donc, du coup, lorsqu'ils cassent la barrière comme ça, c'est au niveau du contrôle de police. Oui. Où on contrôle les passes sanitaires. Oui. Et là, le portail principal du stade est fermé. D'accord. Voilà. Du coup, les gens se précipitent pour entrer, d'autres escaladent la barrière. D'accord. La bousculade survient au moment où les policiers ont rouvert la barrière. Puisque une barrière n'est pas censée être fermée. Oui. Oui. Et les policiers ont ouvert la barrière. Ceux qui étaient collés à la barrière se sont retrouvés au sol. Ah, d'accord. Ceux qui venaient derrière sont venus monter. Bon, la question que j'aimerais poser, tout à l'heure on a eu un échange. J'ai essayé de comprendre. Déjà les voies d'accès au stade. Il y a plusieurs voies d'accès. On m'explique que ce jour-là, il n'y avait que cette voie d'accès-là qui était opérationnelle. C'est ça? Oui. Pourtant, au premier match, toutes les voies d'accès étaient Opérationnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique, vous qui êtes au stade, il y a une différence entre le premier match, le match inaugural, et le match de ce jour fatidique-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des voies d'accès? Bon, au niveau des voies d'accès, le premier match. Oui. L'entrée nord, parce qu'il y a 4 entrées. Oui. Il y a nord, sud, est, ouest. Oui. Bon, l'entrée nord était grandement ouverte. Premier match. Oui. Les gens entraient sans problème. Oui. C'est vrai que c'était un peu serré, mais les gens entraient sans problème. Il n'y avait pas de bousculade, personne ne s'était mal, tout était bien. Oui. Mais maintenant, alors, dernièrement, si le dernier match où il y a une bousculade, le matin, comme ça, on a remarqué d'abord que les voies étaient plus rétrécies. On avait rétréci les voies. Oui, pour. Donc, il faut qu'on explique bien les choses au Camerounais. Vous dites que lors du premier match, entrée nord, ouverte. Entrée sud, ouverte.
Maintenant, lors du match où il y a eu la bousculade, il y a un grand portail. Oui. Où tout le monde entre. oui, Pour en fait, pour après prendre chacun sa direction. justement. Après sa zone sur le pied. Ok, donc, il y a un grand portail où on entre. Oui. Et quand tu entres, c'est là où tu te trouves en face du stade. Et là maintenant, il y a un autre portail maintenant pour chaque zone. Non, pas un portail, il y a Les entrées en fait. Ok, d'accord. Le stade est grand, ça ne dérange pas. Justement. C'est tout sur des grandes routes. Oui. Les allées vous entrer sans problème. Oui, Et puis, le truc, c'est que le dernier match, le contrôle du pass sanitaire oui. était un peu plus tendu. Ah, Parce qu'il fallait faire, on faisait aussi les tests là, Oui. les tests sur place. Quand tu vas prendre ton résultat du test pour avoir ton pass sanitaire. Oui, Bon, c'est différent. Et les gens sont aussi arrivés un peu tard. Plus tard, ça. oui. Parce que le temps d'avoir le résultat du test, les gens sont nombreux. Près de 70 000 places, c'est pas évident. C'est clair. Pour avoir son pass sanitaire, c'était compliqué. Oui, Ce qui fait alors que ça allait lentement. oui, oui. Ça allait très lentement. Oui, C'est bon pour ça que je me dis que c'est donc pour ça qu'il y a eu ces bousculades à leur moment. d'accord. Que ce soit Parce entassé ou que c'était déjà tard, les gens étaient dehors, ils n'avaient pas eu leur pass sanitaire. Oui. Parce que le contrôle du pass sanitaire, la mise en place, ça ne rigole pas. Oui. Tu es négatif, tu passes, tu es positif, tu ne passes pas. Oui. Là, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Je barré, ne rigole pas avec ça, c'est D'accord. Donc, est-ce que, d'après vos explications tout à l'heure, est-ce que si toutes les voies d'accès étaient ouvertes, est-ce qu'on aurait pu éviter? Bon. N'est-ce pas? Pour toi, oui, pourquoi? Oui, parce que lorsque toutes les voies d'accès sont ouvertes, ça Oui. donne la possibilité à tout spectateur de se diriger facilement vers sa zone. Vers sa zone, en fait. Oui. Ah non, quand tu arrives, si ta zone c'est de l'autre côté, tu vas de l'autre Tu vas côté. directement de l'autre côté. Et là, il y a une seule zone qui était ouverte et tout le monde est passé par là. Il y a une seule zone qui est d'habitude ouverte. Oui, Et cette zone était ouverte. Mais Oui. lorsque vous voulez aller dans l'autre zone, oui, il y avait des portails encore, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites barricades là, oui. qui bloquaient le passage. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ce qui fait que lorsque tu arrives là-bas, tu es obligé de ressortir, D'accord. aller chercher ta zone. D'accord. Avant même qu'on ne continue, je pense que c'est le moment peut-être d'appeler les Camerounais à plus de civisme. On a vu ces images-là des gens qui escaladent. Supposons même qu'il n'y ait pas eu cette bousculade. Est-ce que c'est sérieux dans un pays? Est-ce que c'est sérieux, les gars? Vous prenez énormément de risques à escalader la barrière du stade. On a vu ça, les images étaient juste pathétiques. C'est pas des bonnes images pour notre pays. Vous ne pouvez pas arriver, que vous ayez le billet ou pas. Si le portail est fermé, ne prenez pas de risques, les gars. Pas besoin d'escalader. Autre chose, c'est que si le match commence à 20h, j'avais chanté ça ici lors du premier match. Soyez là à 16h, à 15h. Vous avez tout le temps de vous asseoir, d'enjoy même de l'avant-match. Avant le match, il y a la musique, il y a le spectacle et tout. Il y a, justement, oui, vous avez le temps d'enjoy. Vous savez pourquoi le jour-là, je suis pas allé au stade? Parce que j'ai pris la décision d'aller au stade à 16h. À 16h, je me dis, il faut d'abord que j'aille manger quelque part dans un restaurant ici. Et dès que je sors du restaurant, il y a incendie. L'incendie des sauces là. Oui. Et c'est à cause de l'incendie que la route était bloquée, donc je ne pouvais pas aller au stade. Quand j'ai vu 18h, j'ai dit, même si je m'en vais au stade maintenant, je vais arriver à 19h. Et arriver au stade à 19h, c'est pas bon. Une heure avant, c'est pas bon. Et c'est pour ça que je ne suis pas parti. Parce qu'il y a aussi les embouteillages. Et beaucoup de gens sont victimes d'embouteillages. On a vu par exemple que le président de la CAF a été coincé. J'étais à la conférence de presse. J'étais dans la salle et il a expliqué qu'il est arrivé au stade 10 minutes avant la fin du match. En fait, les gens vont croire que c'est parce qu'il n'y a pas de voie d'accès au stade. Or, j'ai une amie qui était bloquée dans l'embouteillage. Je lui ai dit, fais demi-tour. Parce que tout le monde se dit que l'accès au stade d'Olembe, c'est uniquement par la voie qui quitte Détoudi, passant par Messassi et arriver à Olembe. C'est faux. Et c'est ce que j'ai dit à mon ami, fais demi-tour, va passer par Santa Barbara. Il y a une route, quand vous passez par Santa Barbara, il y a une grosse route qu'on a goudronnée là-bas, libre, il n'y a personne là-bas. Et du coup, tu ne verras personne là-bas. Parce que, aussi, je comprends, les gens ne savent pas. Il y a cette route qui passe par Santa Barbara pour aller au stade. Il y a une autre route qui quitte de Soa en passant par Nkolfoulou pour aller au stade. Et les gens ne connaissent pas ça. Il y a une route qui quitte de Fougerolles en passant là, et ça rejoint la route de Nkolfoulou
pour aller au stade. Il y a même une route, celle qui n'est pas encore bitumée, qui quitte de Korfoulou et qui va sortir au quartier après le stade là, c'est quoi? Après, au Limbe, il y a un quartier là. Ngozoa. Il y a une route, cette route là n'est pas encore goudronnée, ça sort en Ngozoa. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de toutes ces routes là. Et c'est pour ça que tout le monde se précipite vers Messassi et ça bloque. Vous vous rendez compte que le président de la CAF, et il a dit quelque chose, j'étais dans la salle quand il parlait, il a dit quelque chose. Moi j'ai cru qu'il était fâché. Quand on lui a demandé, mais tu étais bloqué dans les embouteillages, il dit non, j'étais dans les embouteillages, mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai compris que le peuple camerounais aime le football. Les gars sont patriotes et tout. C'est ce qu'il essayait d'expliquer. Que quand il était là dans sa voiture, vraiment bloqué dans les embouteillages, mais il était impressionné. Impressionné que, mais waouh! Regardez comment un peu, il disait quoi? Qu'il voyait les petits-enfants, les familles entières qui allaient au stade et tout. C'était juste magnifique. Mais ça a été gâché par ce triste événement. Alors, la bousculade arrive à ton niveau, au niveau du deuxième portail, qui aurait dû être... Parce que là, je prends les mots du président de la CAF. Il a dit ce portail qui aurait dû être ouvert était fermé. Alors, c'est le portail où tu étais. Tu nous racontes alors ce qui s'est passé. En réalité, je n'étais même pas dans le portail. Je n'étais pas proche du portail. Oui. Quand j'étais dans le stade, parce que quand je sors du stade, parce que nous on a les bâches, donc on a nos passages à nous. Quand je passe par là, je vois comment il y a toute une affluence, il y a des gens qui courent, ça ne se fait pas souvent. Oui. Mais là, pourquoi les gens courent? Là, c'est le portail en question. Là, c'est le portail où tu étais. Oui. C'est ce portail-ci. C'est le portail là, c'est sur le côté. C'est le portail là, sur le côté. Ça, c'est le côté du portail où tu étais. Voilà, c'est qu'on est en train de voir là, oui. Ensuite, maintenant, je fais du stade pour venir vers le portail. Je vois comment les gens courent, ils se précipitent. Je me dis, je peux regarder le match, c'est clair. Ensuite, j'avance. Plus je me rapproche du portail, je remarque qu'il y a des filles au sol, toutes poussiéreuses. Je dis, qu'est-ce qui s'est encore passé ici là? Et après, je remarque qu'il y a pratiquement, je crois, 2 policiers seulement. Parce Wow. qu'il était censé avoir plus de policiers, il y a que 2 policiers là. Oui. Bon, après, là, je vois les gens à terre, je vois les gens au sol. Je suis un peu perdu. Oui. J'arrive à comprendre. Elle me dit qu'est-ce qui se passe ici. Elle me dit on a bousculé les gens marchaient sur les gens. Je regarde encore, je vois combien il y a des gens couchés au sol, des gens qui se tournent de douleur. Ensuite, maintenant, c'est là où alors j'ai retourné ma casquette. J'ai commencé alors à décaler certaines personnes. Il y avait même un de mes collègues là, qui s'appelle comment? Conchou, oui. Il y a Conchou là qui a décalé une fille sur laquelle on marchait. Après, lui-même, on aussi écrasé. Wow. On a bien blessé là. Oui. Après, maintenant, on a décalé la fille, on a mis la fille de côté. C'était déjà quand une personne avec son proche, la personne panique, elle ne sait pas quoi faire, elle panique. Genre, ton proche, il a mal, tu paniques, et tu paniques. C'était un peu comme ça. Et il y avait. Les gens ne géraient pas, les gens ne voulaient que passer à entrer. Déjà, dès que chaque personne qui ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient au sol, oui, mais les gens ne géraient pas, ils voulaient juste passer. Ils voulaient aller regarder le match. Ils couraient, d'autres se filmaient. Alors j'ai commencé à essayer de placer. Porter secours. J'ai mis d'autres en PLS, pour la grande de sécurité. Ensuite, il y a eu un moment où les gendarmes ont commencé à venir là. Un peu, ils venaient plus, ils ont fait signe là. Oui. J'ai essayé de faire comme vous pouvez faire avec les proches de certaines victimes parce que les autres, on les gérait pas, ils étaient pressés d'aller entrer dans le stade de lui. Après, il y a eu d'autres personnes là où je suis désolé de le dire pour eux, où j'ai essayé de voir le plus. Ils étaient déjà partis. Il y avait leurs proches, il n'y a pas le pouvoir, déjà les proches sont déjà partis. Je te dis, c'est bon, ça va aller. Il y avait 2 garçons comme ça qui j'ai fait ça. Et j'ai fait le bouche à bouche au petit garçon. Tu as fait le bouche à bouche? Ah, tu as réussi à réanimer le petit garçon? J'ai réanimé le petit garçon. Oui. Il faut dire la vérité, j'ai réanimé le petit garçon. Oui. Quand j'ai réanimé le petit garçon, je veux partir le mettre au niveau de l'ambulance. Dans l'ambulance. Mais l'ambulance était fermée. J'avais personne à côté. Après, on a dormi derrière le pick-up de la gendarmerie. L'ambulancier était où? L'ambulancier, il n'y a pas de l'ambulancier. Il est allé voir le match peut-être? Sûrement, parce qu'il a le match. Oui, justement, parce que si on fait ce direct, c'est pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, tirer les conclusions afin que si, par chance, parce qu'on ne sait même pas, le stade de l'OMB est rouvert pour les prochains matchs, qu'on sache quelles sont les tâches de chacun et que chacun doit être à son poste. Parce que quand tu dis que tu es revenu et qu'il n'y avait que 2 policiers, pourquoi il n'y avait que 2 policiers? Il faut comprendre. Voilà. Il y a des choses qu'on ne va pas dire ici, dans le direct, parce que vous et moi, on a causé. Voilà. Il y a des choses que vous n'allez pas dire ici.
Voilà, et que moi-même, je ne vais pas dire. Mais honnêtement, on doit prendre les mesures pour que les policiers aillent au stade faire uniquement, policiers et gendarmes, allez au stade uniquement pour faire votre travail. Allez faire votre travail. Si votre travail, c'est de regarder si le gars a le pied, vous regardez ça et basta. Allez faire votre travail. Restez à vos postes. Ils ne pensent pas que si on les met là, c'est pas le match. N'est-ce pas? Voilà. Donc, du coup, les ambulanciers ne sont pas censés regarder le match. Ils sont censés être en alerte. Oui. Maintenant, pour l'enfant, tu réussis à réanimer l'enfant. Parce que j'ai réussi à réanimer l'enfant. C'est le projet qui m'a montré d'abord. Il y a eu au niveau du scénario pour voir s'il respirait au départ, il ne respirait pas. Là où je lui fais dans le massage cardiaque, sur le bouche à bouche, je le réanime, je revois le pouls revient, respire. Oui. Maintenant, comme il y a encore l'ambulancier, parce que l'ambulancier est censé le maintenir, quoi. Oui. On avait vraiment besoin. Quand même, les gendarmeries, merci vraiment aux gendarmes, parce qu'ils ont vraiment quand même, ils ont fait de leur mieux. Oui. Le pick-up de gendarmerie est venu, on a porté le petit, on a mis dans le pick-up de gendarmerie à l'arrière. Oui. On a encore porté 2 personnes avec lui, on a mis. Ensuite, ils sont partis. Ils sont partis, il y avait la petite soeur du petit. Je crois que c'est la grande soeur, la grande soeur du petit. Elle est passée peut-être 12 ans. Oui. Et là, c'est le petit là à qui tu fais bouche à bouche. Ensuite, j'essaie de prendre, parce que j'ai dans mon bras, j'ai mon passe sanitaire, il y avait un stylo, je prends mon passe sanitaire, je reprends le numéro de la maman du petit parce qu'elle me dit qu'il était avec sa mère. Sa mère ne voyait pas sa mère. Oui. Je prends son nom, je prends le quartier oublié, je prends le nom du petit, je dis bon, c'est que c'est qu'on va se croiser, je vais appeler ta mère après. Parce qu'il y avait encore d'autres personnes dans le sol. J'ai rendu encore à faire les PLS, nous sommes en train de sécurité à d'autres personnes. Calmer, ils sont aussi calmés aussi les proches. Donc les proches paniquaient, c'était pas facile. Oui. Ensuite, il y a eu la fille que mon collègue a eu à sauver là. Elle allait bien, au moment elle était assise, elle allait bien. Après, elle a commencé à convulser. Convulser. Elle a commencé à convulser, elle a commencé à écumer. Oui. Là où après, elle a voulu avaler sa langue. Là où j'ai essayé de retenir sa langue. Elle a voulu avaler sa langue. Oui, elle a voulu avaler sa langue. Tu as retenu sa langue avec sa langue, on m'a mordu. Après, elle est revenue. Après, on l'a mis dans le pick-up aussi. Oui. Oui, mais avant, on avait le pick-up. Le pick-up avait déjà fait pas 3 tours. Il y avait 3 pick-up, 4 pick-up qui sont partis avant. Oui. On avait regardé les gens. Il y avait les blessés. On l'a mis là. Comme je voulais le petit, c'est qui m'a envoyé à l'hôpital. Parce que le petit, c'est le petit là qui m'inquiétait. Mais en fait, il m'inquiétait beaucoup, quoi. Chaque fois, il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Et la fille à qui oui. La fille dont tu as arrêté la langue, je l'ai suivie. Elle a survécu. Elle a survécu. D'accord. Je l'ai suivie dans le pick-up, je la suivais toujours. Je l'ai pris, j'ai pris sa soeur, sa cousine, je pense sa soeur ou sa cousine, une de ses amies proches. On a fait dans le pick-up. On a roulé, c'est vrai, compris que les gens roulent mal. Les gars conduisent mal, conduisent très mal, genre, on a quand même roulé, comme on a pu rouler. Oui, donc tu sais que ils ne sont pas habilités à conduire les blessés. Oui, c'est l'ambulance qui va normalement conduire les blessés. Oui. Oui. Et les gens oublient, il y a aussi un milieu gars qui a aussi fait le bouche à bouche au boulot là. Genre, j'ai fait le bouche à bouche, il est aussi revenu. Un autre gars qui a fait le bouche à bouche et il est revenu. Il est aussi revenu, mais il a survécu. Oui. Il a survécu aussi. Waouh. Il est pas là à l'hôpital. Il est pas là. Zizou, on ne peut pas écouter quand tu parles, donc, parce que tu n'as pas de micro. Là, on va prendre peut-être un appel, mais en attendant, dis-nous, où est-ce que tu as appris tous ces gestes, ces gestes de premier secours là? Tu as appris ça où? Bon, les gestes de premier secours, je vais dire que j'ai appris ça où? Bon, dans le passé, j'ai eu à faire. J'ai voulu étudier, j'ai voulu faire des cours d'infirmier en psychomotricité. Oui. Du coup, quand il fallait faire les embauches, il fallait être apte à avoir les trucs, on va dire, on fait appeler ça le ABC primaire. Oui. Dans ce cours-là, il fallait avoir ça quand même. Oui, donc du coup, c'est là que j'ai appris, j'ai recherché, j'ai appris tout ça. Oui. Donc c'est des trucs basiques, le ABC primaire. D'accord, on va prendre un appel là en direct. Allô? Oui. Arrêtez votre direct de répondre directement. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Réagissez par rapport à cet événement et si vous avez des conseils à donner au peuple camerounais pour que ce genre de...
Voilà le héros de la soirée, comme je vous ai dit. Et un grand merci à Steve Fa. Un grand merci à Steve Fa d'avoir retrouvé le jeune garçon. Ça là, le ABC de premier secours là. Mais on doit mettre ça au programme, au collège, en troisième, en seconde, en première, en terminale, à l'université. Parce que lorsque quelque chose arrive, on tire les leçons et on dit comment s'organiser prochainement. Mais non, l'école chez nous t'éloigne de la vie au quotidien. Qu'est-ce que tu dois apprendre au quotidien pour apprivoiser ton environnement? L'école t'éloigne de ça. Les gens subitement se retrouvent. J'ai un doctorat, j'ai un bac. Même l'ampoule, même le néon, ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun la réglette, même ça, il ne connaît pas remplacer. Moi, je continue de dire, on a éliminé les Ivoiriens. Je ne sais pas ce qui a pris les blogueurs ivoiriens de se verser sur les Camerounais en les critiquant comme si c'est les Camerounais qui sont à la CAF, ceux qui décident de tout. Les Camerounais ne décident pas. Les Camerounais sont un pays, le pays qui abrite l'événement. L'organisateur de la CAN, c'est la CAF. Et le cabinet qui fait les tests PCR et les tests antigéniques, c'est un cabinet suisse. On ne sait pas ce qui a pris les Ivoiriens. Commencer à dire comment les Camerounais c'est des tricheurs, Bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est que l'homme camerounais n'aime pas que tu peux prononcer tout au Cameroun en mal. Mais dès que tu prononces les lions indomptables, tu les as touchés. Et là, la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner. Elle ne peut pas gagner parce que tu ridiculises ta belle famille en public. Comment tu peux ridiculiser ta belle famille en public? Ce n'est même pas que tu es allé dans la chambre, en public. Moi, je dis, ils doivent attendre 2023. Oui, moi je dis, l'instruction civique au Cameroun, ça existait, on a seulement enlevé. Lorsqu'on a commencé à faire le coup d'état scientifique, on a gâté l'école. Je vous avais dit, lors d'un direct, la réunion se passait en Bankomo, lorsque l'université faisait le front. Et lorsqu'on a voulu démanteler l'université du Cameroun, en éclatant l'université, on a dit donc il faut donc commencer à faire payer les frais de scolarité à l'université. La réunion des élites de la zone forestière, la réunion s'est passée en Bankomo. La réunion en Bankomo, les élites de la zone forestière, les fonctionnaires qui mangent là, qui boivent le Dom Pérignon, on commence à dire, vraiment, il faut mettre la pension là, 500 000. Non, 500 000 c'est beaucoup, 400 000. Non, 400 000 c'est beaucoup, non, mettez 350 000. Ils se sont arrêtés à 250 000. J'étais d'accord. Toutes les élites de la zone forestière étaient d'accord que la pension à l'université devait être de 250 000. Massayo a pris sa main, il l'a mis à la joue. Il a dit que, Anna,
Je pensais que vous étiez intelligent. Donc c'est ce que vous allez faire. Les Aoussa vont payer l'école de leurs enfants. Les anglophones vont payer l'école de leurs enfants. Les Bamileke vont payer l'école de leurs enfants. Les enfants qui vont rester sans aller à l'école, ce sont vos enfants. Centre, sud, l'est, littoral. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Et vous mettez l'école à 250 000. Quand vous irez en retraite, je vais voir où ils vont prendre l'argent. C'est là où ils sortent de leur carapace. De leur carapace, je suis franc-maçon, je suis rosicrucien, ça disparaît. Là, en ce moment-là, ils sortent de là. Ils sortent de la carapace. Parce qu'ils réfléchissaient comme des francs-maçons et des rosicruciens. Ils sortent de cette carapace. Ah! À un moment donné, c'est la vérité que tu parles. Hein? C'est quand même dangereux. Hein? C'est dangereux, 250 000. Hein? C'est là qu'ils ont décidé unanimement. Ils disent à M. Joseph Ouna, décidez donc combien on doit payer. Joseph Ouna a décidé 50 000 payables en 2 mensualités, 25 000. Comme vous voyez là. Il faut savoir d'où vient la haine de Joseph Ouna, le professeur de Ngini, le père de Ngini. Voilà d'où vient sa haine. Quand les mêmes gens sont sortis, ils sont allés dire au Bami Power que on a décidé que la pension, ça sera 50 000 payables en 2 mensualités. La haine contre Ouna est entrée. Voilà comment la haine contre Ouna est entrée jusqu'à aujourd'hui. On déteste ses enfants, on les haït. Parce que c'est lui qui avait demandé qu'on paye l'école à 50 000 payables en 2 mensualités, parce qu'eux, ils n'ont pas d'argent. Tout le reste des élites était tombé dans le piège. Et c'est ça qui va arriver. Parce que quand le président Biya va faire le tsunami, vous allez voir de vos propres yeux qui seront arrêtés en masse. On est ici, non? Comment commencer? Bon, qui on a envoyé en prison? Ce n'est pas David Nkoteman qu'on a arrêté là-bas. C'est pas lui qui est là-bas. C'est en train de montrer ce qui va arriver. J'ai la liste ici. Des élites. Du centre, du sud, de l'est et du littoral. J'ai dit que ceux-ci, ils seront mangés. Ils seront, je dis bien mangés. On ne peut pas donner. Ce sont nos parents. Tu vas faire comment? On n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. Parce qu'ils ont confondu la soumission, la loyauté et au complotisme. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Ils n'ont pas compris cette histoire. Que lorsque vous accompagnez un leader, je ne sais pas si les Africains ont un cerveau. Moi, je parle mes choses ici. Je t'explique même. Je te dis comment ça va se passer et ce qui va arriver. Quelqu'un m'appelle aujourd'hui. C'est quand même terrible. Hein? Vraiment, je répète ce que j'ai dit hier. Mon cher ami. Le Burkina Faso. Ce que j'ai dit hier, je répète. C'est la France qui a démis Rokma Kabouré. Mais les militaires devant. Parce que la France veut résoudre un problème. Il faut mettre le chaos au Burkina Faso. À ce moment-là, on pourra facilement attaquer la Côte d'Ivoire et le Mali parce qu'il faut faire partir Ouattara. Je suis en train de vous dire, hein, le contrat pour son troisième mandat, il n'a pas réussi. Donc, il faut qu'il soit là. Donc, il ne faut pas que vous ne rêvez pas. Il faut déstabiliser le Burkina Faso pour avoir une base arrière. Le pays étant sous chaos, à ce moment-là, il pourra avoir facilement une base arrière pour faire des incursions au Mali. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre là-dedans.
C'est pour ça qu'ils ont sorti Norbert Djendjere de prison. Ce que je vous dis là, c'est ça qui va se passer. Le Burkina Faso va être chaos. D'aucuns vont commencer à dire, oh, on va commencer à regretter Rochman Kaboré. Quand Kaboré était la femme de Dieu, on avait un semblant de paix. Les militaires ne pourront rien parce qu'ils ne pourront pas aller faire une alliance stratégique avec les Russes. Ils ne pourront pas. C'est là où vous allez comprendre que c'est la France. Vous allez dire que c'est ce que je dis là, mon ami. Restons donc tranquilles. Va donc voir si les militaires qui sont au Burkina Faso vont faire une alliance stratégique avec les Russes. Tu vas voir. Ils ne vont jamais faire une alliance stratégique avec les Russes. Jamais. Ce sont des laquais de la France. Des gens sans cran, sans courage. On est en train de t'expliquer que je suis en train de te dire comment ça va se passer. Qui est même... Il y a quelqu'un... Il y a un monsieur là depuis qui fait qu'insulter le président Biya. Il s'appelle même qui là. Je dirais fini, je vais te bloquer. Mon cher ami, moi, je ne cherche pas les vues. Moi, je ne cherche pas les vues. Mon frère. Je sais une seule chose. Que mes directs vont servir pour les nouvelles générations qui viennent derrière là. Je ne cherche pas les vues. Si tu vois mon direct passer et que tu as le temps de voir, d'écouter, cette nuit-là, tu ne dors pas. Tu vas te questionner. C'est pour ça que je fais le direct. Tu me vois chercher l'argent. Tu me vois chercher à dire que je veux monétiser la page. Ça ne m'intéresse pas. Mais je sais ce que je fais. Moi, je continue de dire aux gens, on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue. Nous ne sommes pas obligés. Chacun doit penser ce qu'il veut. Mais la vérité, c'est que les faits vont finir par mettre les gens KO, debout. Mais pour que les gens soient KO, il faut que nous, on laisse ce qu'on est en train de dire là sur les plateformes. Parce que lorsqu'on disait aux gens que la chambre de commerce appartient à un village, les gens n'ont pas cru. Hein? Les gens n'ont pas cru, mon cher ami. Les gens n'ont pas cru. Lorsqu'on disait qu'on a démantelé l'ONCPB, pour prendre le travail que l'ONCPB faisait, pour donner à quelle façon? On a dit, non, c'est quoi? C'est la vérité. Les gens doivent souffrir qu'on dise ça. Un pays ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone au Cameroun. Nous sommes tous citoyens. Je trouve injuste. Je l'ai dit hier, avant-hier et avant. Je le répète. Je n'accepterai jamais qu'un fonctionnaire d'une république comme le Cameroun roule avec une voiture de 80 millions. Jamais. Je dis, ça ne peut pas entrer dans mon cerveau. Un pays pauvre, qui fabrique rien, il utilise le franc CFA, il n'a pas de monnaie, il a le luxe d'acheter les gros voitures. C'est pour ça que je dis qu'on nous a vendu un système, et c'est ce système qui nous maintient là. C'est pour ça que ça ne sert à rien de dire que vous allez changer le président. Parce que le président qui viendra ne va rien faire. Il ne va rien faire. Oui, il a changé quoi? Depuis qu'il est président, il a changé quoi? Qu'est-ce qu'il a changé? Rien. Il a augmenté le SMIC? Rien. Il ne faut pas rêver. C'est un système conçu par des gens qui protègent leurs intérêts. Mais tant que les citoyens du monde ne vont pas comprendre que c'est un système, je suis désolé. Ils sont arrangés
correctement, ils se sont arrangés à nous distraire, à nous diviser. Ils ont créé la religion des musulmans, ils ont créé l'islam, ils ont créé le judaïsme, ils ont créé le christianisme. C'est les mêmes gens qui ont bâti ce système que nous voyons. Mais si nous ne reconnaissons pas que c'est un système qu'on a bâti, comment tu vas le comprendre? Tu vas déifier quelqu'un alors que c'est un escroc. Depuis 2008, toute la planète Terre utilise la fausse monnaie. La planche à billets n'est pas l'argent. La planche à billets, c'est la fausse monnaie. Depuis 2008 qu'on utilise la fausse monnaie. Du moment où vous avez une masse monétaire circulant sur la planète Terre qui est supérieure au bien produit, c'est la fausse monnaie. C'est dans ça que nous sommes. Et ces gens ne font qu'une... Comme ils ont commencé à faire la fausse monnaie, ils sont dedans, ils ne font que faire la fausse monnaie, fausse monnaie, fausse monnaie, fausse monnaie. Et vous pensez quoi? C'est un système. Les gars nous ont vendu ça. Et c'est dans ça que nous sommes. Alors, pour empêcher donc que le peuple leur demande de rendre les comptes, ils nous créent tout ce que vous voyez là. Donc, si les gens refusent de comprendre ça, moi je suis désolé. Je ne veux pas aller mettre ma tête qu'on coupe. Non, moi je suis désolé. C'est depuis 2008 qu'on utilise la fausse monnaie sur la planète Terre. C'est pour ça que les Chinois ont dit stop. On veut plus. Donnez-nous l'or. Dès que les Chinois ont dit qu'on ne veut plus, c'est fini, les États-Unis sont tombés. On veut l'or. On ne veut plus le papier. Ils ont fait les bons des trésors américains. Les Chinois ont ça, des conteneurs et des conteneurs des bons de trésors américains que les Chinois ont. C'est le quoi? C'est le papier. Ils donnent les papiers aux Chinois. Les Chinois leur donnent les biens fabriqués, les biens physiques. Les Chinois ont dit que bon, on met fin à ça. Donnez-nous l'or maintenant. C'est pour ça que vous avez Joe Biden est KO. Même parler à la Russie, il ne peut pas. Vladimir Poutine, il va envahir l'Ukraine. Et personne ne va regember. Ils ont l'argent pour faire la guerre. Ils vont prendre l'argent où? Les faux billets. C'est pour ça que Donald Trump, quand il était président, il est parti en Europe, dit à l'autre Européens, augmentez votre budget militaire à 0,3%. Parce que les gars sont dans un système de rapping. Vous venez aller prendre ici, aller prendre là-bas. C'est dans ce système que nous sommes. Donc, venir commencer à insulter Paul Biya, que vraiment, que tu n'as rien compris. Tu ne comprendras rien. Tu vas mourir comme ça, élan. Ces gens qui passent le temps à réciter des coups bidons, je continue de dire, on vous a vendu un système. C'est dans ça que nous sommes. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué la même théorie avec les Japonais. Ils ont donc donné les Japonais les bons de trésor. Les Japonais avaient des conteneurs et des conteneurs de bons de trésor américains. Quand les Japonais ont dit que payez-nous. Vous savez ce qu'ils ont dit aux Japonais? Avant qu'on vous paye, on dévalue d'abord. Ils ont d'abord dévalué le dollar. Après, ils ont dit aux Japonais, on va augmenter les prix de bases militaires qui sont là-bas chez vous. Ils ont augmenté les prix des bases militaires, des soldats militaires qui sont basés au Japon. Même comme ça, ça n'a pas donné. Ils ont dit aux Japonais, on ne paye pas. Le Japon est tombé en crise. Voilà d'où vient la crise du Japon. Ils ont voulu faire ça aux Chinois. Les Chinois les ont défoncés. Les Chinois les ont dit, payez-nous avec l'or.
Sur le Japon qui était la télé des États-Unis. Le Japon fabriquait seulement, ça partait partout. Le Japon fabriquait, ça partait partout. Et ils ont fait dans les Chinois, on dit que bon, ok, c'est ce que vous avez fait aux Japonais. C'est dans ça que nous sommes. C'est un système qu'on nous a vendu. Je continue de vous dire, on nous a vendu ce système. Et le système a donc des alliés. Ils sont en Afrique, ils sont en Asie, ils sont partout. Les alliés qui concourent à ce que le système ne tombe pas. Or, le système tel qu'il est, voyez les Européens. Ils continuent de dire, oui, la Russie, Vladimir Poutine cherche à se faire respecter. La Russie n'a jamais attaqué quelqu'un. La Russie est toujours dans sa zone d'influence. Elle ne sort jamais. Elle ne sort pas. Ils sont chez eux. James Baker, secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, a dit à Gorbatchev, l'OTAN ne va jamais s'étendre à l'Est. Reagan l'a répété, Bush l'a répété. Gorbatchev, avant de prendre la décision de faire tomber le mur de Berlin, parce que les Américains l'ont donné, ont donné la parole. Quelques années plus tard, l'Estonie dans l'OTAN, la Lituanie dans l'OTAN, la Pologne dans l'OTAN. Ils viennent encore pour dire que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN. Or, l'Ukraine, qui est le berceau de la civilisation russe, doit entrer dans l'OTAN. Et il veut que Vladimir Poutine laisse. Il continue de raconter des bêtises, des sottises sur les plateaux de télévision pour faire de la manipulation. Mais la vérité, c'est ça. Tu ne comprends pas ça. Je vous dis qu'il va envahir. Ils vont envahir. Et l'Ukraine ne va pas résister même 3 jours. Ils ne vont pas résister. La façon qu'il amasse les troupes là, alors il amasse des soldats et la Biélorussie ne fait qu'amasser. Dès qu'ils vont donner la sauce, c'est pour entrer à envahir l'Ukraine. C'est ça qu'il est question. Ceux qui ne comprennent pas toutes ces choses-là. La Russie ayant compris une chose, j'ai perdu parce que j'ai laissé ces gens aller s'installer en Afrique, appauvrir les Africains. Maintenant, je veux moi-même les empêcher de s'installer en Afrique. Je vais aller là-bas les empêcher. Et là maintenant, je veux maintenant attaquer l'Ukraine. La France est et Boulouganchanga. Ils ne savent plus donner de la tête. C'est ça la vérité. Donc, vous sentez les plans sans construction, sans rien. Le coup d'état du Burkina Faso. C'est un coup d'état de désespérement. Comment imaginez-vous? Vous êtes un président. Vos soldats sont au front pour protéger pour protéger le territoire où tu es président. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont rien. Ils protègent les carburants. Ils protègent le pays avec quoi? Écoutez ce que le premier ministre malien dit. Écoutez le premier ministre malien. On est fatigué avec ces gens.
aujourd'hui une responsabilité qui est de repenser quelques-unes de ces politiques de voisinage et de repenser cette place dans le monde pour bâtir une véritable puissance d'équilibre. Car je crois que c'est la vocation de notre Europe. L'Europe a ainsi le devoir de proposer une nouvelle alliance au continent africain. Les destins des deux rives de la Méditerranée sont liés. Et nous ne pouvons d'ailleurs décemment aborder le sujet des migrations sans en traiter les causes profondes et évoquer le destin commun avec le continent africain. C'est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde et une partie de l'avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir. Ça, c'est le président Macron qui parle. S'il vous plaît, je veux que vous écoutiez le président Macron. Je veux que vous écoutiez les mots qu'il utilise. Les mots qu'il utilise. Quelqu'un vous dit que notre destin, c'est en Afrique. Je veux qu'on entende le mot destin, c'est quoi? Quelqu'un vous dit que son destin, c'est là, ça se joue en Afrique. C'est votre ami. Et vous l'appelez partenaire. Écoutez ce qu'il dit. Or, notre modèle, qui déborde nos frontières et cultive dans la tradition de nos pères fondateurs une vocation universelle, a aujourd'hui une responsabilité qui est de repenser quelques-unes de ces politiques de voisinage et de repenser cette place dans le monde pour bâtir une véritable puissance d'équilibre. Car je crois que c'est la vocation de notre Europe. L'Europe a ainsi le devoir de proposer une nouvelle alliance au continent africain. Les destins des deux rives de la Méditerranée sont liés. Et nous ne pouvons d'ailleurs décemment aborder le sujet des migrations sans en traiter les causes profondes et évoquer le destin commun avec le continent africain. C'est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde et une partie de l'avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir. En lien avec Charles Michel et Ursula von der Leyen, nous avons ainsi souhaité que nous puissions tenir un sommet au mois de février afin de refonder notre partenariat avec le continent africain. Des frontières pour se partager des territoires, l'exemple de la conférence de Berlin en 1885. C'est comme ça qu'ils ont fait la conférence de Berlin, non? Alors, d'abord, précisons le contexte avant d'aller plus loin. La fin du 19e siècle, c'est un contexte de rivalité coloniale européenne extrêmement forte. Et... Maintenant, écoutez ce que le Premier ministre malien dit. Et je veux que vous écoutiez ce qu'il dit. Le responsable de la Commission de l'Union africaine, M. Fakir. Alors, quels sont les enjeux au cours de ce mois de janvier? L'officier américain Friedman, c'est le patron de Stratford. Êtes-vous en train de dire que la CEDEAO est à la solde de quelqu'un? Si oui, de qui? Écoutez. Je ne dis pas qu'elle est à la solde de quelqu'un, mais ces décisions sont manifestement influencées par des prises de position extra-africaines. Vous savez, on a besoin un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La crise malienne est survenue en 2012. L'une des raisons, c'est vrai, c'est l'absence de leadership éclairé et de maturité stratégique qui a fait qu'on a détruit notre outil de défense. Mais ça, c'est peut-être 30%, 40%. Mais qui a détruit la Libye pour répandre les armes partout, pour amener des mercenaires de Libye, pour dire allez-y, coupez le Mali en deux. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit on va diviser le Mali pour donner l'indépendance. Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CEDEAO, vous savez,
Elle parle de forces d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ceux qui veulent nous intimider, notre peuple et notre armée les attendent de pied ferme. Mais en 2012, il y a eu un sommet de la CEDEAO à Dakar, à l'investiture du président de mon frère Macky Sall. À ce sommet de la CEDEAO, comme par hasard, surgit le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé. Et quand la CEDEAO décide d'une force d'attente de 3000 hommes pour libérer le Mali, M. Juppé dit non, les 3000 hommes c'est trop par rapport à 500 combattants irrédentistes. Vous avez vu? On continue. Le Mali et la CEDEAO, à travers l'Union africaine, demandent la création d'une force internationale qu'on appelle la MISMA, créée par l'ONU. Vous avez ceux qui ont commencé à dénigrer la MISMA, c'est les diplomates français, les écrits existent. On a fait traîner les choses. Quand on a constaté l'absence des capacités de la MISMA, on a créé la MINUSMA. Qu'est-ce qui a été dit à la création de la MINUSMA? Allez-y, la résolution. On est venu nous dire après que les opérations de maintien de la paix, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais quand on l'a mené, qu'est-ce qu'on a dit aux Maliens? C'est pour les aider à lutter contre le terrorisme. Mais je ne pas sur ça. L'opération Serval, quand c'est intervenu, le 11 janvier, qu'est-ce qui a été dit? 3 objectifs par le président français, repris par son ministre de la Défense. Premier objectif, détruire le terrorisme. Deuxième objectif, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, aujourd'hui on est en 2022, donc ça fait 9 ans après. L'intégrité du territoire, disons le terrorisme au lieu d'être détruit, il a quitté l'extrême nord pour prendre 80% du pays. L'intégrité du territoire à la date d'aujourd'hui n'est pas rétablie. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année nous nous sommes opposés à une résolution. Donc vous tirez vous-même la leçon. Mieux, est-ce que vous savez qu'en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord. Les soldats maliens, c'était qu'ils sont réfugiés dans le camp de la MINUSMA. On les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'était un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Ils ne vont pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad, sur la base de Faye-Largeau. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ces troupes? C'est documenté ce que je dis. Hein. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons toutes ces forces-là. Le Mali, comme j'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, et la suite. Et ça ne fait qu'empirer. À la fin, c'est la désintégration de l'État. La suite, on peut l'imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer que la lettre que le président malien a écrite à l'État français pour demander son intervention, dont aucune copie n'existe ni à la présidence, ni aux affaires étrangères. L'original est en France. Quand nous on en a eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons relire les accords déséquilibrés
qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons relis. Ça fait partie des choses pour lesquelles ils montrent le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons relis ces accords, le gouvernement qui est là aujourd'hui, et on les a envoyés. Donc, je continue. Le 17 novembre 2015, le commandant de Barkhane a tenu une conférence de presse ici, où il a accusé les mouvements signataires. Il dit que certains ont les pieds avec les mouvements terroristes et un pied dans l'accord. Mais ça, c'est quoi ça? La lettre qui a été envoyée à l'État français le 11 janvier 2013 indique clairement appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre. Ils l'ont respecté à Kona, à Gao. Arrivé à l'extrême nord du pays, ils ont bloqué l'armée malienne. Ils ont amené 4000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Ils ont fait venir d'autres Africains. Ils ont fait venir l'amunissement. Interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire. Alors qu'ils proclament que c'est pour recouvrir l'intégrité du territoire. Donc il y a un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal, et la réalité que nous voyons, c'est on arrive jusqu'à nous interdire de survoler des parties de notre territoire. Il y a quelques mois, quand on a massacré les gens à Tassila, notre armée a appris qu'il y a des groupes de terroristes qui sont en train de s'organiser pour venir dans la zone. On a voulu faire voler un aéronef pour aller surveiller, mais on nous a dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous croyez qu'on va rester dans ça? Ce gouvernement qui est en place, avec le colonel Assimi Goïta à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens, et nous les avons aujourd'hui. Dieu merci. En moins de 7 mois de la rectification de la trame, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation. Et vous allez plus loin, vous interdisez le survol de notre territoire par des aéronefs militaires français. C'est très simple, c'est la CEDEAO qui a pris les mesures pour dire qu'un avion de la CEDEAO ne vient chez nous. Le lendemain, on débarque des Maliens à l'aéroport de Paris, qui avaient déjà leur billet d'embarquement, en leur disant c'est les militaires qui ont interdit que l'avion atterrisse à Bamako, ce qui n'était pas vrai. Hier, avant d'embarquer, on leur dit non, c'est l'Élysée qui a dit que les vols sur le Mali sont annulés jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Mais pendant qu'ils font ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut être cohérent. Pendant qu'ils font ça, un avion quitte un pays de la CEDEAO, il pénètre sur notre territoire, ne sachant pas qu'aujourd'hui on s'est doté des moyens de surveillance. On l'identifie. Quand il a su qu'on l'a identifié, il éteint le transpondeur. Quand il a compris qu'on continue à suivre son mouvement, il éteint la radio. Il vient, il débarque, il le retourne. On ne lui dit rien. Nous avons fait un communiqué hier pour les mettre en garde. Mais pendant qu'on nous dit qu'il y a une force d'attente qu'on prépare contre nous, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion? Pourquoi il rentre sur notre territoire? Pourquoi il se cache? On est obligé de se poser des questions. Nous nous avons dit d'arrêter cela. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre territoire. Voilà. Voilà le premier ministre malien Choguel Kolala Maïga qui parle. Les Africains pensent que c'est le Mali. Quand je vous ai déjà lu ici le programme, comment ils vont diviser les pays africains, j'ai lu ça ici. Quand ils vont finir avec le Mali, ils attaquent le Burkina Faso, ils divisent. Ils attaquent la Côte d'Ivoire, ils divisent. Ils attaquent le Niger, ils divisent. Ils attaquent le Tchad, ils divisent. Ils attaquent le Cameroun, ils divisent. Le Libéria, le Ghana, tout ça. Voici la méthode.
Quand vous voyez la France, dit au Danemark, à la Norvège, à la Suède, de venir en Afrique, vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour rien. Parce que lorsqu'on va finir de diviser, on va refaire un autre partage en octroyant aux nouveaux arrivants, qui sont les Russes, les Coréens du Nord, la Turquie, l'Iran. Écoutez-moi, hein. Donc, quand nous voyons des Camerounais qui gesticulent, qui disent qu'ils vont faire les marches, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, que nous on a pitié de vous, les gars se rendent compte que, avec l'éducation qu'ils nous ont donnée, on connaît déjà leur système. Donc, il faut installer le chaos. Avec le chaos, comme ça, je vous rappelle que ce chaos peut mettre 50 ans. Pour les naïfs, ils pensent que l'Occident s'en fout des républiques africaines, puisque c'est quelque chose fabriqué par eux. Dès qu'ils ont vu que Sankara avait compris le système, Sankara est venu. Il a enlevé le nom Haute-Volta. Il a mis Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Il a utilisé la langue locale, Burkina et Faso. Il a joint ça, les deux, ça a donné le nom du pays, Burkina Faso. Ils ont compris très vite que ce monsieur va venir démanteler. On appelle un pays Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Ils acceptent. On appelle un pays Cameroun. Je suis le crevette. Je suis les crevettes. Ils acceptent. On appelle Ghana. Je suis la côte de Dam. Ils acceptent. Personne ne remet en cause. Mais le seul pays que le nom concorde avec l'histoire de ce pays, c'est le Botswana. Parce que le Botswana découle du fait que dans ce territoire, c'est le territoire occupé à 100% d'une ethnie qu'on appelle les Tswana. Donc, Botswana, le pays des Tswana. C'est le seul pays. Tout le reste des pays africains. Le nom fabriqué de toutes pièces. Je m'appelle Libéria. Je m'appelle Sierra Leone. Je m'appelle Congo-Brazzaville. Je m'appelle Kinshasa. Je m'appelle... Bonne soirée. On se prend demain. Il est 20h. C'est terrible. Il faut bien se questionner. Chez nous, ce n'est plus un débat. On a compris le game. On a compris l'escroquerie. Pour nous,